Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Vidéo plus en format vlog en fait. J'avais envie de reprendre un petit peu plus ce format sans forcément avoir de thématique ou sans rentrer dans des explications très compliquées comme ça sur une vidéo en plus sans image. En mode donc podcast. Donc là je voulais juste effectivement juste parler un petit peu de certains sujets comme ça, pour ceux que ça intéresse et je voulais revenir notamment, toute cette histoire autour du chamanisme et de mon histoire de vie et notamment, commencer un peu à parler du lien que j'ai fait, enfin de pourquoi en fait, quand je vous dis que, c'est à travers la pratique, du chamanisme, donc du corps chamanisme, hein, chamanisme au tambour, que j'en suis venu après à faire ma formation d'herbaliste à l'école des plantes médicinales de Lyon et également aussi une formation en naturopathie. Je me suis dit: «C'est peut-être plus intéressant, enfin, ça fait plus sens» entre guillemets d'en parler, comme ça dans le cadre d'un vlog ou vlog podcast où je vous explique un petit peu mon cheminement et pourquoi j'en suis arrivé là, que de faire une vidéo, un peu plus, voici mes révélations, de but en blanc, quoi. Bon, je trouve que c'est plus intéressant comme ça et d'abord, je voulais aussi, vous préciser un petit peu, une chose, par rapport à tout ça. C'est, comme vous l'avez compris, moi, ça fait donc j'ai commencé le chamanisme en 2008, à peu près, donc ça remonte, hein, et heu et j'ai vécu moi aussi mon lot, des expériences fortes qui m'ont conforté dans la réalité, de ce qu'on pouvait constater et aussi dans le fait que, il y avait une forme de vocation, je pense, quelque part chez moi de proposer ce que je propose, notamment à travers le chamanisme, voilà. C'est pas pour, dire qu'il y a une c'est une question de capacité parce que je pense qu'on a tous, on a tous les mêmes capacités, enfin, on a tous des capacités latentes, on va dire ça comme ça. Après, je pense que, on va dire, on a des intérêts et on a des potentiels qui se développent différemment selon les personnes. Mais en tout cas, la constante de fond, pour la plupart des gens qui s'intéressent au chamanisme et qui sont un petit peu sur la voie alors j'aime pas le terme guérisseur, mais sur la voie de l'accompagnant, on va dire ça comme ça, comme le dit, Sandra Engerman et c'est une voie de la compassion quand même, c'est une voie du cœur, hein et parce qu'on essaie vraiment d'aider les gens, quoi, voilà, et la guérison, elle se fait, enfin, voilà, c'est pas le praticien, quoi. Enfin, pour moi, j'en suis absolument convaincu et je suis pas le seul à le penser, mais la guérison, on va dire l'aboutissement, d'un certain processus, relève beaucoup aussi de ce qu'il y a chez la personne et d'autres facteurs, en fait, qu'on essaie de favoriser et de faire naître spontanément, mais on ne les contrôle pas. C'est ça la différence. C'est pas un pouvoir, en fait, qu'on a, c'est on essaie au contraire de laisser circuler ce pouvoir de vie, on pourrait dire ça comme ça, chez nous en tant que praticiens, mais aussi, chez la personne, quoi. On essaie vraiment de favoriser ça. Bon, bref et du coup, je pense que c'est, heu, voilà, comme disait Sandra Engerman, c'est vraiment cette voix du cœur, c'est un peu aussi la voix du «guérisseur blessé» entre guillemets, quoi. Donc, c'est pas une voie facile, en fait. C'est pas une voie facile et la constante, c'est que, dans ce domaine-là, on a tous des expériences de vie, assez particulières, en fait. Voilà. Bon et je pense que du coup, comme, hem,
comment dire? Comme l'hypothèse en fait, qu'il peut y avoir dans le domaine anthropologique sur, pourquoi telle ou telle personne, dans une tribu, on lui accordait entre guillemets d'avoir des capacités, autres, bah, c'est que peut-être que ces personnes-là avaient vécu donc des expériences, fortes. Maladies graves, accidents, ouais, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui s'est brisé, chez ces personnes peut-être et qui a, et ces personnes-là ont miraculeusement survécu, quoi. Voilà. Donc c'est pas ce que je veux dire par là, c'est que, c'est pas forcément le personnage, le plus, charismatique, ou c'est pas le meilleur chasseur de la tribu, quoi. Voilà, bon bref, en tout cas, c'est une hypothèse, hein, mais non, mais c'est pour expliquer qu'il y a quelque chose de particulier dans ce chemin et moi je l'ai pas choisi, je l'ai pas choisi, en fait et voilà, mais je vais pas non plus dire que c'est mon destin. Non, c'est c'est un concours de circonstances. En tout cas, quand j'ai commencé à faire de l'énergétique dans un premier temps avant de faire du chamanisme, eh bien, pour moi, ça a été une révélation. C'est-à-dire, j'ai compris pourquoi, enfin j'ai compris, j'ai commencé à «comprendre» entre guillemets pourquoi effectivement, j'avais enfin à quoi correspondait cette hypersensibilité que j'avais en fait, OK? Et par rapport au chamanisme, bah, c'était pareil aussi en fait et il m'est arrivé plein de choses qui qui ont validé quoi à mes yeux, l'expérience. Mais pourquoi je parle pas de tout ça? Parce que pour moi, si je commence à rentrer dans le détail de qu'est-ce qui m'était arrivé, de pourquoi ci et pourquoi ça, eh bien, ça va constituer la création de son mythe individuel, en fait. OK? Et j'ai pas envie de tomber là-dedans, voilà. Parce que, oui, ça peut être un discours, plus séduisant et entre guillemets, plus attractif, d'un œil extérieur. Voilà, parce que c'est des choses que j'ai lues, hein, on est d'accord, hein. Du style, oui, alors ça c'était plus dans un livre, oui, la personne a été initiée, par, une ancienne, la dernière de sa ligne la dernière, praticienne ou chamane de sa lignée, vous voyez? Et donc voilà l'idée que cette personne-là donc du coup a, a accédé à un savoir secret et caché, ou alors, elle est partie à l'autre bout du monde et elle a eu une révélation, voilà, elle a rencontré tel ou tel grand personnage ou, elle a pris telle plante et là on l'a dit, elle a compris qu'il fallait faire ça, et c'est pas que dans le chamanisme, hein, que vous trouvez ça, hein. Il y a aussi dans d'autres domaines, hein, je veux dire, hein, c'est une espèce hem, de récit, en fait, on parlerait presque de narratif, vous voyez? De récit, de narratif pour donner un côté un petit peu mystérieux, mythique, quoi, le mythe, hein, c'est vraiment la notion du mythe personnel, quoi et je critique pas parce que, par certains côtés, en fait, on a besoin, en fait, de mythes. On a besoin de mythes, il y en a dans toutes les religions, en fait, hein. Et pas que dans les religions, en fait, voilà, les personnages mythiques, voilà, on a besoin ça parle un petit peu à notre psyché, en fait. Ça parle un peu à notre psyché et ça fait «écho» entre guillemets à différentes choses en nous, quoi, voilà. Mais mais oui, alors oui, dans le bouddhisme aussi, il y a un petit côté mythique, hein, l'histoire du Bouddha, tout ça, voilà, voilà, bon, ouais. Je voulais faire une vidéo d'ailleurs sur le mythe et puis bon peut-être que j'en ferai une un jour parce que mais il faudrait vraiment que je la fasse en mode, bien préparé quoi. Un peu plus préparé pour éviter d'être trop dans des approximations, parce que pour le coup, c'est un vrai travail de recherche derrière quoi. Mais en tout cas, pour revenir à cette histoire de mythe, ou d'histoire individuelle, moi j'ai pas envie de raconter dans le détail, certaines choses, tout simplement parce que à mes yeux, pour moi, c'est de l'ordre de l'intime, quoi. C'est de l'ordre de l'intimité et raconter en détail, pourquoi, vous avez été,
je sais pas, vous avez vécu telle ou telle expérience forte et grâce à ci, grâce à ça, vous avez survécu, bon, c'est pas pour, comment dire? C'est pas pour, parler de la véracité quoi, de ça, c'est que pourquoi vous en parlez, en fait? Pourquoi tu parles de ce détail-là? OK? C'est ça que je dirais, c'est si tu en parles, c'est que indirectement, alors ça peut être aussi sur le coup du simple partage, mais après, on commence à parler de ce phénomène miraculeux qui s'est passé une fois et ça devient plus qu'un partage, ça devient un récit validateur, en fait. Voilà, et beaucoup de gens, je comprends après, hein, on a besoin de ce récit validateur pour déjà s'auto-valider soi-même et valider, auprès des autres ce qu'on a à dire, en fait. OK? Ça crée un sentiment d'autorité, vous voyez? Ah oui, telle ou telle personne, il a voyagé, il a été initié à des pratiques chamaniques, dans telle ou telle tribu et du coup, ouais, du coup, forcément, c'est super intéressant. Alors c'est sûr que oui, il y a toujours un côté enrichissant, hein, on va pas c'est clair, hein. Le fait que quelqu'un soit allé voir, un chaman dans telle ou telle tribu, bon, il y a on est intéressé, on va dire: «Ah, qu'est-ce qu'il a appris?» et tout. Il y a tout le côté, curiosité qui revient, quoi. Puis le côté aussi un peu fantasme, hein, quand même, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, hein. Alors voilà, donc du coup, moi, alors j'en ai jamais parlé, mais moi, j'ai rencontré un chaman en Thaïlande un jour. Voilà. Oui, c'était mon ami Alain Grosbon qui m'avait invité à aller le voir et j'étais malade à l'époque, hein, et c'était un chaman, donc bon, moi, je parlais pas le thaï, hein. Donc il avait pas de tambour, il avait des inscriptions dans un langage assez ancien et en fait, il les a racontées et boum, il est tombé dans une transe et il s'est relevé et il avait son esprit allié en lui et d'ailleurs à l'époque, alors je commençais à peine à m'intéresser à l'énergétique, le chamanisme, j'avais jamais encore pratiqué au tambour et j'avais senti un truc quand même, quoi. Mais du coup, il m'avait dit, enfin, c'est Alain qui m'avait retranscrit disant que oui, mais en fait, il me regardait et il dit: «Mais je vois rien, au niveau de ton ventre». OK. Donc du coup, elle m'a dit: «Mais en fait, tu n'es pas malade, tu n'as rien au niveau du ventre». OK, bon, et ben je suis rentré chez moi en France, convaincu qu'en fait, enfin convaincu. En fait, oui, convaincu que j'avais rien au ventre, en fait, et bon, je m'étais remis un petit peu, à fumer, bon bref. Alors quand on a la maladie de Crohn, la première des choses à faire, c'est surtout si vous fumez, c'est arrêter de fumer. Vraiment, ça c'est, au niveau de la charge toximique, enfin bref, et j'étais retombé malade, j'ai eu de nouveau des crises et tout. Mais en fait, je pense que j'avais mal interprété, ce que disait ce chaman et je m'en suis rendu compte après, c'est que oui, effectivement, j'avais rien au niveau du ventre. Parce que la problématique, alors attention, hein, prenez ça avec 15 guillemets, hein, parce que là, je suis pas dans comment dire? Je sors du domaine du médical, quoi. Du domaine du médical et du domaine du vérifiable, en tout cas actuellement. Donc s'il faut, je suis en train de dire une grosse énormité, mais bon, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein, c'est donc ma réalité, subjective et individuelle. Bah, oui, effectivement, oui, il y avait rien au niveau du ventre. C'est la raison pour laquelle, enfin, entre guillemets, c'est la raison pour laquelle quand je faisais, de l'imposition des mains, sur mes intestins, ça continuait à être enflammé, quoi, ça continuait à travailler, et c'est quand j'ai commencé à faire d'énergétique ailleurs, donc j'en ai déjà parlé, mais c'est notamment en retravaillant au niveau du chakra, donc du cœur et avec cette glande, avec la glande, du thymus, que j'ai vraiment senti un apaisement au niveau des intestins. Donc peut-être qu'effectivement, dans ce sens-là, oui, le déséquilibre n'était pas au niveau du ventre, il était ailleurs. Il était au niveau du thymus et du chakra du cœur. Et ça a débordé sur une problématique, au niveau intestinal, quoi. Voilà comment j'ai vécu cette expérience-là et du coup, bah, est-ce que je suis parti du principe que le chaman avait vu, a enfin, en tout cas, l'esprit du chaman avait vu des choses fausses? M'avait induit en erreur? Non. Alors, je pense qu'il y avait la barrière du langage déjà,
Je pense aussi que, il était peut-être pas, enfin le chaman n'avait jamais rencontré, de gens qui avaient une maladie de Crohn, comme je l'avais. Qu'il y a aussi le contexte, hein, voilà, parce qu'il y en a pas, enfin, encore une fois, à prendre avec des pincettes, mais cette maladie de Crohn, elle est plutôt répandue en Occident, hein. Bon, je pense pas qu'il y en ait beaucoup en Thaïlande, en tout cas, à vérifier, hein, mais à l'époque, quand j'avais regardé, voilà, bon, je m'étais aussi posé des questions par rapport à ça. Et du coup, non, c'est qu'en fait, tout simplement, il avait vu il voyait rien au niveau du ventre parce que c'était pas là, en fait, qu'était la vraie source du problème, je pense. Bon, mais tout ça pour dire que oui, ben voilà, je pourrais très bien, enjoliver, cette histoire en disant, que je suis allé voir un chaman en Thaïlande, et qui m'aurait guéri. OK? Alors là, on va dire: «Ouais, mais du coup, tu parles en fait, de la différence entre la vérité et le mensonge». Oui, c'est complètement en fait. Et je vais pas dire que tout mythe est basé sur du mensonge parce que c'est pas vrai. En fait, il y a toujours une part de vérité. Mais cette part de vérité, elle peut être un petit peu cachée et transformée à travers des choses qu'on a rajoutées. Mais bon, a après, même si il y a pas forcément hem, comment dire? D'amplification ou de transformation du récit. La question de fond, c'est toujours pareil, c'est pourquoi en fait la personne, en parle et l'utilise quoi, je veux dire, parce que c'est clairement ça. Si tu en parles comme ça au grand public, c'est que et que tu l'écris aussi par exemple dans un livre, c'est que tu pars du principe que cette information-là va être utile pour les gens, quoi. OK? Et la question c'est, est-ce qu'elle l'est véritablement et pourquoi en fait elle serait utile? Donc la raison pour laquelle moi j'ai tout simplement pas parlé de cette expérience ou j'ai jamais été en tout cas dans mes vidéos ou même dans mes ouais non, ouais, dans mes textes, j'ai jamais prétendu que c'est que justement le chamanisme qui m'avait aidé. Non, j'ai toujours dit que ça a été un ensemble de facteurs qui a concouru à et le chamanisme en a fait partie. Mais c'est pas que le chamanisme. D'ailleurs, ça me fait penser aussi au fait que dans pas mal de traditions et de cultures, le ou la chamane, alors certes, il y a le tombour ou les plantes hallucinogènes, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est souvent des gens qui ont, un savoir et des connaissances, notamment autour des plantes, donc la pharmacopée. Alors je vais en venir au lien, du coup, comment j'en suis arrivé là? Eh bien, enfin, j'en suis arrivé à faire ma formation d'herbaliste et ma formation de naturopathie. Eh bien, en fait, quand j'ai commencé à faire des voyages chamaniques au Tombour pour les gens, déjà très souvent j'avais des conseils parce que ça arrive quand on fait des voyages chamaniques, on a des conseils donnés aux personnes. Mais c'est jamais des conseils très précis, quoi. Enfin, en tout cas pour moi, hein. Alors sauf si certains me disent: «Ah mais non, moi j'ai vraiment la posologie exacte et tout». Bon, beh, parfait, tant mieux pour vous. Mais moi j'avais des indications vagues en fait, hein. Et ça, c'est vraiment pour moi propre à l'expérience du voyage, au tambour et expérience chamanique, c'est que, hem, l'expérience est un peu comment dire? Les informations sont un peu brutes parfois, OK? Et c'est oui, dans ce sens-là, on peut dire que c'est archaïque. OK, c'est archaïque ou primitif, quoi. Complètement. Franchement, je vais pas, on va pas mentir là-dessus, mais en tout cas, moi, j'avais vu, par exemple, une fois qu'une jeune femme devait peut-être prendre de la sauge officinale. Mais je connaissais pas, en fait, les plantes suffisamment bien à l'époque. Je m'étais intéressé un petit peu, bah, j'avais mon problème de santé, donc j'essaie un peu de voir dans tous les sens, quoi, ce qui pouvait m'aider. Je m'étais intéressé un peu à tout ça, mais j'avais pas de connaissances bien précises. Donc en fait, quelque part, je lui avais dit ça, mais je lui ai dit: «Écoutez, a priori, la sauge, ça pourrait vous aider, mais je sais pas comment vous pourriez l'utiliser et je sais pas». Voilà, il faudrait creuser le sujet, quoi, mais je vous laisse le creuser par vous-même parce que moi, j'ai pas les cartes. Et donc ça, c'était donc je me rappelle cette expérience, mais il y en a eu aussi d'autres. Ça, c'était un premier élément et le deuxième, c'est dans le cadre du séminaire de chamanisme de l'EFSS qui s'appelle «Les esprits de la nature», en fait, on va voir l'esprit d'une plante à un moment.
OK? Une plante, qu'on dans la nature et je me suis dit: «Mais attends, mais pourquoi je ferais pas ça chez les chez les plantes d'intérieur que j'ai, dans ma maison?» Et mais attends, mais alors là, pour le coup, on peut carrément parler d'intuition, mais pourquoi je ferais pas ça aussi sur des certaines plantes, mais, dans notre pharmacopée? Et c'est là qu'en fait donc je l'ai fait, hein, et c'est là qu'en fait, je me suis, rendu compte que comment nos anciens se sont constitués un savoir, autour des plantes. Alors certains diraient: «Oui, mais c'est parce que, on était en mode essai et erreur». Bon, voilà, enfin, toutes les plantes qui trouvent dans notre environnement, voilà, bon. Vous imaginez, surtout dans certains contextes, hein, je parle notamment de l'Amazonie, comment, certains peuples, d'Amazonie ont su qu'il fallait mélanger telle ou telle liane ensemble pour faire ce breuvage qu'on appelle l'ayahuasca. Je crois que c'est 2 lianes si je me trompe pas, ouais, c'est 2 lianes. Comment ils ont su? Ils ont fait des tests, en double aveugle, sur des générations, en testant toutes les plantes et toutes les lianes de la forêt. Il y en a un paquet, hein. Il y a dû y avoir des problèmes, hein, si ça a été le cas. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que alors, il y a la théorie des signatures, hein, qui fonctionne, c'est-à-dire d'associer telle ou telle forme de plante à, telle ou telle fonction dans notre corps. OK, donc ça marche pour un certain nombre de plantes. Je pourrais vous donner des exemples comme ça, notamment l'aubépine, bah, le raisin aussi. Vous savez, le raisin, c'est bon pour la circulation sanguine, OK? Le la vigne rouge, vous avez peut-être déjà pris de la vigne rouge. Bon, bah, les raisins, les globules rouges, hein, et les grains de raisin, c'est une forme de théorie des signatures. C'est pareil aussi pour l'aubépine. Bon, ouais, il y a des exemples comme ça qui sont valables en termes de pharmacopée, de théorie des signatures. C'est très étonnant d'ailleurs, OK? Mais ça marche pas sur tout, la théorie des signatures. Ça marche pas sur tout. Et surtout, c'est qu'est-ce qui a favorisé l'élan au départ pour ça? Ma théorie, c'était que tout simplement, eh bien, nos anciens, il y a très, 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 très longtemps, ne se posaient pas de questions comme nous, hein, de savoir, ce qu'ils expérimentent, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel, est-ce que c'est dans ma tête, c'est pas dans ma tête. Je pense qu'il y avait une connexion avec le vivant qui était très instinctive et la connexion avec certaines plantes passe par le domaine de l'énergétique et je dirais aussi le domaine du chamanisme. Vous avez déjà vu dans la nature de la digitale? Vous voyez ce que c'est que la digitale? Bon, bah, quand vous croisez de la digitale dans la nature, dans les bois, j franchement, est-ce que enfin, quand vous la voyez, est-ce que ça vous donne vraiment envie de la consommer, quoi? Il y a pas un petit côté inquiétant chez cette plante? Alors certains diraient: «Oui, mais du coup, là, tu es en train de dire qu'en fait, oui, mais c'est parce que c'est la forme de la plante qui favorise ça». Oui, bah, c'est possible, mais bon, allons jusqu'au bout et c'est la même chose pour plein de plantes toxiques, en fait. Alors certains pourraient me dire aussi: «Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est dans notre mémoire collective qu'on sait que symboliquement, enfin, qu'on sait que la couleur noire, est associée au danger, qu'il faut faire attention avec l'amertume et qu'il y a certaines formes de plantes dont il faut faire attention». Alors, je dirais: «OK, c'est possible». Dans ces cas-là, on va dire: «Alors, OK, mais cette explication, comment vous faites cette connexion, en fait? Comment vous expliquez que, parce que nos anciens ont eu des problèmes avec telle ou telle plante, du coup, c'est dans nos gènes, OK, on part sur un principe matérialiste, c'est dans nos gènes et du coup, cette information, d'une manière ou d'une autre, revient dans notre cerveau. C'est quoi le mécanisme derrière? Est-ce qu'on a la solution? Alors c'est une très bonne hypothèse, hein, mais pour moi, ça répond pas à la question de fond, en fait et surtout, ça répond pas à la question de comment, en fait, on a su que telle ou telle plante allait avoir une action sur tel ou tel organe du corps, en fait. Par des essais cliniques? Non, je pense que, pour moi en tout cas, ça ne regarde enfin comment dire? Ça n'avance que moi. Il y a une connaissance instinctive
de certaines plantes, une connaissance énergétique et chamanique. Et quand j'ai fait des voyages chamaniques sur des plantes de notre pharmacopée, pour moi, ça a été validateur par rapport à ça. J'ai fait une expérience un jour. J'ai fait un atelier de chamanisme où j'ai proposé aux participants de d'aller voir l'esprit d'une plante, de telle ou telle prairie. Je leur ai pas dit du tout, en fait, quelles étaient, les propriétés, médicinales et pour moi, enfin, médicinales et pharm de la pharmacopée, c'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on les utilise, donc elles sont quand même valides, hein, en termes d'action. Après, voilà. Bon bref, en tout cas, je leur ai pas dit: «Telle plante, tu bonne pour ça, l'aigre-moine, les problèmes de gorge», et donc cette personne il y a une personne de l'atelier, une participante, pardon, qui a, qui a fait cet atelier et qui a trouvé une réponse en voyage chamanique qui indiquait une propriété de la plante en question, et je suis sûr que cette personne-là n'avait, enfin, en tout cas, elle me l'a dit, hein, mais bon, il y a peu de chances que cette personne-là ait vu ou lu ça ailleurs. Parce qu'en plus, c'est une plante qui est pas super utilisée, mais qui a des propriétés dans ce domaine. Cette plante, c'est le lotier corniculé, et le lotier corniculé, c'est on va dire, communément, on appellerait ça un trèfle, OK? C'est une plante de la famille, des Fabacées, et le lotier corniculé, il est il était, parce qu'aujourd'hui je ne sais pas s'il est encore beaucoup utilisé, mais en tout cas, il a des propriétés sédatives et calmantes, et également aussi anti-stress. Donc on peut l'utiliser dans les problématiques de sommeil, des choses comme ça. Cette personne m'a dit, en voyage chamanique, la plante m'a dit que je pouvais l'utiliser pour des problèmes de sommeil. Waouh! Je vous assure. Alors, je suis encore en contact avec elle, donc si un jour, je pourrais peut-être l'inviter, et elle pourrait témoigner si elle s'en rappelle, mais je pense qu'elle se rappellera parce qu'elle s'appelle Oriane. Ça a été incroyable pour elle, et je pense que ça a validé, déjà ça a été une expérience qui a validé pour elle le fait que les voyages chamaniques pouvaient parfois nous permettre d'avoir des informations concrètes et vérifiables, et pour moi, ça a validé le fait que je pense que nos anciens utilisaient très certainement la transe qu'on dit aujourd'hui chamanique pour pouvoir avoir des informations de l'environnement. «Tiens, la plante m'a parlé». Alors tous les autres peut-être se sont dit: «Mais il est fou». Non, je pense pas qu'à l'époque on disait ça, enfin moi on n'en sait rien en fait, là je fais vraiment des hypothèses, mais oui, la plante m'a parlé. Oui, effectivement, la plante là, elle lui a parlé. C'est de la clairaudience là, vous voyez ce que je veux dire? Alors j'aime pas le terme clairaudience, mais c'est du haut sens perceptif de l'audition là. Il y a eu une information, verbale qui est passée. Alors comment? Bah, chamaniquement parlant, nous, on dirait simplement que, bah, c'est l'esprit de la plante qui a parlé à la personne qui a fait le voyage. Ou on pourrait dire autrement, hem, la personne qui a fait le voyage a consulté la mémoire, la mémoire de la plante. Alors là, je suis en train de dire mémoire de plante, à mon avis, les gens ils vont vriller. La mémoire de la plante, l'esprit donc de la plante, c'est l'information vibrationnelle qu'il y a dans la plante, et du coup qui a, à partir de là, eu des informations sur, une utilisation pratique. Voilà, bon. Bon alors là, tout ça, je répète, c'est vraiment mon expérience personnelle. Ne me croyez pas si vous voulez, c'est pas, il y a pas de problème. Je vous demande pas de me croire, mais je vous dis entre guillemets ce qui a été pour moi une façon de valider le fait qu'il fallait aussi, que je développe mes connaissances en pharmacopée, et donc du coup, c'est à travers donc le chamanisme, et alors cette expérience s'est passée après ma formation à l'école des plantes, mais c'est à travers le chamanisme que je me suis rendu compte que oui, effectivement, le chamanisme au tambour, c'est bien, mais si on veut vraiment avoir
une approche d'accompagnement global, il faut autre chose aussi et c'est comme ça que j'ai fait ma formation à l'école de médicinale, des plantes, à Lyon, l'ELPM et que ça a été pour moi, une transformation intérieure, en fait. Dans le sens où, les plantes médicinales m'ont énormément aidé à réguler mon terrain, comme on dit. Et ouais. Et après, pourquoi la naturopathie? Parce que la naturopathie, m'a apporté quelque chose de plus que j'avais pas forcément dans la formation d'herbaliste, parce que l'herbaliste, c'est vraiment la formation, d'herbaliste, quoi, d'herboriste, hein. On apprend la botanique, on apprend on apprend «le métier» entre guillemets, d'herbaliste, à préparer des plantes médicinales, à faire des tisanes, des choses comme ça et d'autres préparations, des extraits lipidiques, mais mais c'est pas une formation tournée vers l'accompagnement et l'alimentation, il y a quelques modules dessus, mais pas beaucoup non plus. C'est pas le cœur du métier d'un herbaliste. C'est bien d'avoir des connaissances, c'est pas le cœur du métier. D'ailleurs, il y a plein de programmes de formation d'herbalistes où il y a peut-être pas beaucoup de sections sur l'alimentation. C'était Patrice de Bonneval le fondateur de l'école des plantes, de Lyonnaise qui avait demandé à ce qui est vraiment une formation diététique, dans son cursus, d'herbaliste. D'ailleurs, Patrice de Bonneval, qui était aussi un praticien de yoga, il s'intéressait à beaucoup de choses, hein. Il avait une démarche holistique, hein, ce monsieur. Et hem pourquoi je rentre là? Oui, et du coup, voilà, du coup, dans la naturopathie, parce que la naturopathie, j'ai compris que, pour moi, la démarche holistique était importante et c'est le cœur de la philosophie de la naturopathie, en fait. Et c'est là-dessus que, pour moi, c'est pour ça que, quand je vois aujourd'hui mais je comprends après, hein, qu'on associe naturopathie à la pratique du jeûne et l'alimentation, c'est une simplification pour moi de la naturopathie, parce que la naturopathie, c'est pas que ça. Ça concerne l'alimentation, parce que c'est un élément et un vecteur de santé ou d'équilibre hyper important chez nous, mais pas que, pas que, pas que. Alors, on peut effectivement pratiquer cette forme de naturopathie-là et c'est très bien et c'est tant mieux qu'il y ait des gens qui soient vraiment spécialisés là-dedans, hein. Donc voilà, c'est pas pour dire que, je suis pas en train de dire: «Voilà, la naturopathie, c'est ça ou c'est pas autre chose», pas du tout. Ça, c'est pas du tout mon discours. Jamais, vous verrez, alors ça d'ailleurs, il faudrait que j'en parle dans une vidéo, de voici la vraie naturopathie ou la vraie méditation ou le vrai chamanisme. Non, 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 non. On parle des principes et on parle de au contraire, moi, je passe mon temps à contextualiser et à nuancer, en fait et à prendre du recul, quoi. C'est ça, mais je suis pas en train de dire que, en faisant ça, en prenant du recul, que telle personne qui fait donc une naturopathie dite très hygiéniste, donc basée sur, essentiellement l'alimentation, le bien-être corporel, l'exercice physique, c'est pas de la naturopathie. Mais bien sûr que si, c'est de la naturopathie, ça en fait partie. Donc, voilà. Non, simplement, moi, vu que je suis arrivé dans ce domaine avec une autre sensibilité, une autre expérience, bah, ce qui m'a attiré beaucoup, c'est le côté holistique et le fait que ce soit déjà inclus et que même si, bah, dans le cadre de suivi naturopathique, en tout cas au début, on va pas forcément sortir notre tambour de suite, hein, voilà, bon. Mais, il y a déjà cette approche, psycho-émotionnelle qui est là, hein, pour beaucoup, on va utiliser donc des élixirs floraux, qu'on appelle aussi fleurs de bac ou alors, des huiles essentielles ou alors des hydrolats et on est de toute façon, en tant que praticien naturopathe, confronté au contexte, émotionnel de la personne, d'accord? Et au contexte social, donc il y a un petit côté psychologique, bien entendu, derrière. De toute façon, pour moi, c'est simple, la psyché, c'est l'âme, en fait, d'accord? Donc c'est notre totalité intérieure, en fait et dans notre psyché, il y a à la fois nos émotions, nos pensées, notre contexte social, il y a tout ça. Donc on ne peut pas, avoir une démarche d'accompagnement d'une personne sans prendre en compte son contexte, quoi. C'est tout, c'est aussi simple que ça et son contexte psychologique. Donc il y a un petit côté psychologie d'ailleurs, forcément, mais même quand vous allez chez le médecin, hein, même quand vous allez chez le médecin. Il y a tout un symbolisme d'ailleurs autour du fait d'aller voir le médecin, OK? Voilà, regardez, il y a le médecin les médecins qui sont en blouse blanche, OK? À quoi on associe le blanc chez nous?
À quoi on associe le blanc chez nous? OK? Les prêtres, ils étaient habillés comment? Bon, dans l'Église catholique, parce que chez les protestants, c'est autre chose. Bon, je vais pas rentrer dans le détail de entre les différents types de croyances, mais enfin, hem, le blanc, le fait que, on va avoir le médecin et il va avoir un discours rassurant, le fait qu'il nous donne des quelque chose, parce qu'il y a des médecins qui savent parfois, bon, encore une fois, à nuancer, à vérifier, mais il y a des médecins qui savent que parfois, ils donnent ce médicament en sachant que ça va pas forcément régler le fond du problème de la personne, mais ils le font parce que beaucoup de gens attendent une prescription médicale. Voilà. Et oui. Et ils ont on a beaucoup de gens, en tout cas, ont besoin de se dire: «Tiens, le médecin m'a donné ci, m'a donné ça» et voilà. Il y a il y a un effet placebo derrière, qui est documenté et qui est validé. OK? Il y a un pourcentage d'action entre guillemets de certaines substances, bon, voilà, mais qui est associé plus à un effet placebo. Donc en fait, on a déjà en nous ce cette capacité de s'auto-conditionner, quoi. Donc de travailler sur le lien corps-esprit. C'est en nous, en fait, déjà. C'est en nous et simplement, on n'en a pas forcément conscience, mais inconsciemment, donc, on va rechercher un contexte qui peut peut-être le favoriser. Parce qu'on a envie d'aller mieux et puis on a envie d'être rassuré. Donc, aller voir quelqu'un qui est un ou une, praticienne, de santé, praticienne de santé qui a des diplômes, qui a fait des études, qui a toute la médecine moderne, derrière pour «appuyer» entre guillemets ce qu'elle peut nous dire, eh bien, ah, faut pas se mentir, psychologiquement parlant, déjà, ça rassure et donc si psychologiquement, pardon, ça rassure, ça va donc diminuer le stress. Et ça va potentiellement déjà avoir un effet bénéfique sur le corps. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une corrélation entre le niveau de stress et le niveau d'immunité. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que on est déjà dans ce dynamisme de croyance, de psyché, d'émotion et donc on est déjà la dimension holistique, on est dedans, en fait. Et c'est pareil avec le chamanisme, on est dedans, en fait. C'est pour ça que pour moi, il y a pas de séparation. On le fait parce qu'on a besoin de nommer la chose, mais en soi, le chamanisme, c'est la pratique spirituelle la plus ancienne de l'humanité, quoi. C'est des millénaires, beaucoup plus ancien que les religions, hein, et beaucoup plus ancien que certains textes, de, voilà, textes qu'on considère tout particulièrement importants aujourd'hui, en fait. Et le chamanisme d'ailleurs, les certains peuples ont été persécutés, hein, oui, par l'Église et aussi, certains régimes politiques, en fait, hein. On leur interdisait d'utiliser le tambour. Et ouais, renseignez-vous sur les Lapons, hein. Les Lapons qui sont, on va dire, nos derniers peuples, entre guillemets, «authentiquement chamaniques», chez nous en Europe, mais ils ont été persécutés. On leur interdisait de pratiquer, le voyage chamanique au tambour et ne parlons même pas, de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. En Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, voilà. N'en parlons pas, c'était une persécution, sauvage, quoi, voilà. Il y a vraiment un côté, dans notre religion, traditionnelle, il y a vraiment un côté de se mettre en opposition, quoi et de contrôler quand même, hein. Voilà, donc c'est un terrain qui est très délicat et très glissant. Donc c'est pour ça que je vais pas en revenir dessus, longtemps sur cette, vidéo, mais et enfin, en tout cas, j'évite de trop en parler, mais voilà et donc pour revenir un petit peu à mon histoire, eh bien, j'ai donc fait ma formation d'herbaliste et j'ai fait ma formation en naturopathie et ça m'a permis de faire ce que je vous propose aujourd'hui, quoi, tout simplement, hein. Naturopathie, quand j'ai compris, ce qu'était vraiment la philosophie de la naturopathie, l'holisme, le causalisme, bah,
mais ça chez moi, ça a été une révélation, une révélation. En plus du fait que en même temps, bah, je découvrais le modèle des 8 circuits de conscience à l'époque. Waouh! Mais c'est pour ça que j'ai fait mon mémoire de naturopathie sur une tentative d'application de ce modèle dans un contexte naturopathique, hein. Parce que moi j'en ai ressenti, j'en ai vu de suite l'intérêt. Alors, toujours pareil, l'intérêt, est-ce que c'est parce que c'est moi qui suis tout particulièrement sensible à ces questions-là et que j'ai une façon de penser qui m'amène, à à aimer ce genre de choses? C'est possible, hein, même fort possible, on va pas se mentir, hein. Ça fait partie de ma réalité à moi subjective, quoi. Voilà, donc du coup, bah, forcément, j'ai envie d'en parler et je vous le communique. Alors je l'ai fait à travers mon 1er livre et puis là, je suis en train de faire 2 choses, mais je 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 pars du principe que, ça va pas forcément parler à tout le monde, quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'ai envie de le communiquer, j'ai envie de continuer à en parler et puis vous savez, hem, il y a plein d'idées comme ça, nouvelles, qui ont mis du temps, hein, à se faire entendre, hein, qui ont mis du temps, voire des années, hein. Il y a des gens aujourd'hui dont on parle qui sont célèbres et tout, mais à l'époque, ils étaient pas, enfin à leur époque, en tout cas pendant leur jeunesse, ils étaient pas forcément, les plus populaires, quoi. Voilà. Donc, oui, alors pour revenir un petit peu aussi à cette idée de mythe, eh bien, voilà, vous voyez tout ça, je j'en parle pas dans mon histoire et dans ma description. Je vais pas raconter une histoire sur comment, j'ai connu, le chamanisme et pourquoi je suis allé, voilà, heu, en étant à l'étranger ou en étant initié à des choses, un peu plus secrètes ou mystérieuses. Bah non, non, non. Excusez-moi de casser le mythe, mais j'ai fait, mes premiers voyages chamaniques au tambour. Alors j'ai commencé chez moi quand j'ai lu le livre Chaman de Michael Lerner, mais à la FSS. Mais vous savez, pour la plupart des praticiens chamaniques qu'on voit aujourd'hui, c'est le cas, hein. Pour la plupart, hein. Alors il y en a peut-être pas mal qui sont allés à l'étranger, qui ont pris, des substances hallucinogènes et tout, mais le chamanisme au tambour et la FSS, la plupart des gens qui font du chamanisme aujourd'hui ont fait au moins un ou plusieurs stages de chamanisme au tambour à la FSS. Ah, moi, j'en suis quasiment convaincu, hein. Alors après qu'ils racontent dans leur histoire des choses en plus, du fait qu'ils aient vécu des expériences avec des gens à l'étranger. J'en sais rien, pourquoi pas, c'est invérifiable. Bon, voilà, donc encore une fois, moi, j'ai envie de dire: «Mais pourquoi tu le dis dans ton histoire de vie, quoi?» Est-ce que c'est pas plutôt une expérience qui serait de l'ordre de l'intime? Bon, tout ça, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai choisi la voie de l'honnêteté et de l'intégrité le plus possible et de la simplicité, OK? Quitte à ce qu'effectivement mon discours soit pas très vendeur. C'est-à-dire que si un jour, je rencontre, je sais pas, je demande les services d'une agence de com, ils vont sûrement, avoir plein de choses à redire sur ma façon de communiquer ou ma façon de me présenter. Alors même déjà là, je vous parle de toute mon expérience autour de la maladie de Crohn, mais avant j'en parlais pas, hein. Là, je me suis dit: «Bon, au bout d'un moment, il faudrait peut-être que j'en parle quand même et que ça va permettre de donner une toile de fond pour que les gens comprennent pourquoi je parle de cette démarche holistique». Parce que c'est tiré de mon expérience et de quelque chose de concret, OK? Mais j'en parlais pas avant, voilà. Et comme je l'ai dit, je vais pas dire: «Mais non, mais c'est, le reiki, l'énergétique interne qui m'a guéri de la maladie de Crohn» ou c'est le chamanisme ou c'est tel et tel guérisseur, dans un autre monde. Non, parce que c'est pas vrai, en fait. Pour moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Alors c'est moins vendeur, hein, mais c'est la c'est excusez-moi, c'est la réalité, c'est la vérité. Voilà. Et moi, pour moi, c'est la vérité qui compte, quoi. C'est la vérité qui compte plus que le reste. Surtout dans une société où, on est, on est vraiment, dans une société du divertissement, quoi. Et d'ailleurs, là, même sur YouTube, hein, je sais, hein, moi, je suis à contre-courant sur YouTube dans un certain sens parce que, si on vraiment veut favoriser l'algorithme, faut aller faire ci, il faut aller faire ça, faut là, je suis pas dans une démarche,
très stratégique par rapport au développement de la chaîne, quoi. Pas du tout même, hein. Je fais des choses un petit peu à l'instinct, comme ça me vient et voilà, mais j'essaie de rester pour moi, le plus important, c'est vraiment de rester cohérent et intègre sur le fond pour revenir à cette histoire de mythe personnel, hem, quand j'ai lu certaines histoires de certaines personnes, bon, il y a des fois, on se dit, «OK, c'est bien, tu as vécu ça», mais heu, à mes yeux, pour moi, c'est une expérience de l'ordre de l'intime, en fait, d'accord? C'est presque sacré. Voilà, tiens, tenez, je vais reprendre ce terme que j'ai pas trop utilisé jusqu'à présent, c'est que c'est une expérience du sacré et le sacré, justement, il a cette teneur particulière. On ne doit pas l'utiliser, en tout cas à mes yeux, hein, on ne doit pas l'utiliser comme un moyen de promotion, en fait. Ou alors si on en parle une fois, eh bien, c'est tout, quoi, peut-être, tu vois? Vous voyez ce que je veux dire? Pas tout le temps répéter les mêmes choses par rapport à ça, parce qu'au bout d'un moment, ça devient comme une espèce de, comme je vous disais, de mythe fondateur et heu et d'arguments, quoi. D'arguments pour valider aux yeux du grand public que, bah, telle ou telle personne est un chaman, ou est un grand initié, voilà. Oui, parce que là, je parle du chamanisme, des mythes et du côté un peu mystérieux qui fascine, mais dans l'ésotérisme, c'est ça aussi, hein. C'est pareil, hein, et pareil dans la religion, hein, pareil, hein. Sur le fond, les mécanismes, on va dire psychologiques sont les mêmes, quoi. Ils sont les mêmes. C'est pour ça que l'approche, plutôt la posture que j'ai un peu critique, vis-à-vis de certaines choses, mais je l'ai dans tous les domaines, quoi. Je vais dans tous les domaines. C'est tout et dans les domaines que j'ai pratiqués aussi. Voilà, c'est pas un rejet, hein. Je suis pas non en train de dire que je rejette complètement, non, simplement j'exprime, une forme d'analyse, quoi, une analyse critique. Mais c'est pas un rejet. Parce que pour moi, il faut pas adhérer à 100 non plus, quoi. Et ça, c'est toute la question de ce qu'est la vérité, ce qu'est la réalité. Déjà, elle est multifacette. Il y a plusieurs niveaux de réalité. Il y a plusieurs niveaux de vérité. Parce que réalité et vérité, philosophiquement parlant, sont des concepts qui se rejoignent. Et oui, et on a une réalité sociale, on a une réalité objective, parce qu'on va dire: «Ouais, mais du coup, attends, là, c'est la réalité parce que c'est la matière, on peut la toucher». Oui, c'est sûr, c'est la réalité objective. Mais il y a aussi une réalité individuelle, une réalité subjective qui est réelle. C'est pour ça, moi, quand je lis des gens, alors j'ai fait un commentaire dans une autre vidéo, c'est une vidéo en anglais, hein, quelqu'un qui dit: «Oui, mais de toute façon, tout ça, c'est on on sait très bien qu'en fait, ce sont quel terme il avait employé? C'est fictif». D'accord, oui, mais c'est fictif, c'est une forme de réalité quand même, mon ami, hein. Bon, j'ai pas répondu parce que ça sert à rien de rentrer dans le débat, mais c'est encore une fois, c'est pas parce que, heu, l'expérience qu'on a vécue s'est passée dans notre psyché, on dirait, vulgairement dans notre tête, que c'est pas réel. Mais non! C'est une forme de réalité, vous l'avez expérimenté. Si on expérimente des choses, alors c'est une forme de réalité. Parce que la réalité est en lien avec une expérience de nos sens et une expérience de conscience. Ça. Et ça permet de relativiser du coup beaucoup de choses, sans rejeter complètement. C'est ça le problème, c'est de rejeter complètement. C'est-à-dire, là, en gros, c'était ça, c'était: «Ah bah, de toute façon, c'est dans sa tête, c'est fictif, donc ça a pas d'intérêt». Non! Bien sûr que non, ça a sûrement un intérêt et ça a sûrement du sens pour la personne et c'est tout le problème, hein, qu'on a au niveau de la psychologie et notamment peut-être de la gestion de certains troubles, hein. Alors là, attention parce que je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre donc bon. Mais il y a un sens derrière, quoi, OK? Et c'est pas pour rien qu'un psychiatre comme Carl Gustav Jung, qui est pour moi plus qu'un psychiatre, c'est vraiment un psychologue, quoi, je veux dire, hein, dans le sens, il a étudié la psyché. Il n'était pas que dans la pratique de la psychiatrie, hein, même si c'est son métier à l'origine. Il a étudié la psyché, il est allé beaucoup plus loin, on le sait, bon. Mais c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait du sens derrière. Et d'ailleurs Freud aussi, hein.
toute la psychologie des profondeurs, elle tourne autour de ça. Donc quand on entend les discours du haut de disant: «Oui, mais ça, c'est dans votre tête» ou «C'est fictif», oui, mais c'est justement, il faut d'autant plus le prendre en considération et essayer de comprendre ce qui se passe. Bon, voilà. Ça, c'était par rapport à la psyché et par rapport à cette idée de mythe fondateur. Donc effectivement, non, bah, moi, j'ai appris le chamanisme à l'EFSS, quoi. Voilà. J'ai fait des séminaires, hein. Est-ce que ça fait de moi un moins bon chaman que d'autres? Je vais même pas répondre à la question. Mais, il y a pas de bon ou de moins bon chaman, quoi. Mais, la voilà, quoi. Voilà ça c'est la confrontation entre guillemets avec l'ombre, avec le réel, quoi. Vous voyez? Et dans les mythes, il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a le côté mythique, du personnage qui a fait ci, qui a fait ça et il y a eu aussi sa réalité, quoi. Sa réalité concrète et parfois la réalité concrète, beh, ouais, bah, effectivement, c'est bateau, quoi. Mais il s'est passé des choses pour moi, à travers rien qu'en allant faire ce premier séminaire et même après, voilà. Mais je ne vais pas vous le dire parce que j'ai pas envie de dévoiler ça, qui sont pour moi des choses personnelles et des choses, de ma relation intime avec ce domaine et avec la pratique, du chamanisme en général. Voilà. Et je voulais aussi refaire un point par rapport à enfin, vous reparler un petit peu de ça par rapport au chamanisme. C'est que quand je dis qu'on est dans le chamanisme, c'est qu'en fait, bon, le chamanisme est l'expérience et la pratique spirituelle la plus ancienne de l'humanité, mais on en retrouve des traces partout, quoi. C'est ça qui est dingue. Bah, c'est ça, c'est pour ça que ça me fait rire quand j'entends des gens dire: «Oui, mais ça, le chamanisme aujourd'hui, c'est du néo-chamanisme, c'est pas le vrai chamanisme». Les Sur quoi vous basez pour dire c'est le vrai ou le faux chamanisme? Parce que le chamanisme, c'est d'abord une expérience de la réalité invisible et Heu et voilà la vérité. Regardez, lisez l'exemple que je donne souvent là-dessus, c'est ça, c'est Alice au pays des merveilles. OK, alors l'auteur était connu pour prendre des substances, hein, mais Alice au pays des merveilles, hein, la, la jeune fille qui descend dans un trou, qui tombe, qui va dans un monde, le monde d'en bas, qui se retrouve dans des paysages semblables à ce qu'elle trouve sur terre, OK, avec de la forêt, tout ça, machin. Et il y a un animal qui est là, c'est un chat et le chat lui parle. Il disparaît, il réapparaît et tout. C'est un voyage chamanique. C'est un voyage chamanique dans le monde d'en bas. Voilà. Et Jacques a le haricot magique. En fait, de monter pour aller au-delà des nuages. C'est le voyage, c'est l'ascension chamanique pour aller dans le monde d'en haut. C'est ça, hein. Et alors c'est pas que ces récits-là, hein, parce que je suis pas historien des religions, mais Mircea Eliade, a fait ses études comparatives à travers ça, à travers les corrélations qu'il pouvait voir entre ces différents peuples et ce qu'ils racontaient au niveau de leur pratique. Alors du coup, oui, par rapport au chamanisme et le fait qu'on est vraiment dans en fait, le chamanisme c'est un mot qu'on utilise pour désigner une forme de pratique, mais on est dedans, quoi. Enfin, vraiment, hein. Et je suis pas en train de dire qu'on est dans un monde chamanique. En fait, ce que je veux dire, c'est que on appelle chamanisme une certaine forme de pratique, mais ce à quoi cette pratique fait référence et touche, on est tous dedans. Parce que c'est en lien avec la psyché, en fait. D'accord? Avec l'âme et ce qui s'y trouve et des phénomènes symboliques, initiatiques. Bon bref, on est vraiment dedans. Alors, autre exemple, très parlant, alors cette fois-ci plus de chez nous. Les sorcières et les sorciers. Alors c'est documenté, hein, mais toute cette histoire de balai, l'hypothèse, c'est qu'en fait, alors ça va peut-être vous faire rire, mais c'est pas grave. Ces personnes-là imbibaient un bâton, d'accord? Avec donc des substances hallucinogènes, donc notamment je crois la mandragore et d'autres plantes. Bon, ils faisaient des onguents, donc ils imbibaient ce bâton et ils frottaient. En fait, les substances ont une capacité hallucinogène par absorption cutanée, en fait.
Parce qu'elles passent dans le sang comme ça, parce que si on les ingère directement, c'est toxique. Donc en fait, on les faisait passer dans le sang par, l'utilisation d'onguents, donc il y a des extraits lipidiques et qui vont piéger les molécules et en fait, vous savez, la peau, c'est il y a une bref, tout ce qui est lipide va pénètre, dans la peau plus facilement. Il y a une barrière, une barrière enfin, une barrière lipidique, notamment sur la peau, qui empêche voilà, de faire passer l'eau, hein. Mais tout ce qui est au contraire, lipophile va, du coup, passer plus facilement et du coup, ces molécules-là, elles sont «piégées» entre guillemets dans des lipides et à travers ces lipides, elles vont pouvoir plus facilement pénétrer dans la peau et notamment, sur les parties de la peau qui sont très fines et où les vaisseaux sanguins, d'accord, la vascularité est très proche, en fait, de cette barrière cutanée, d'accord? Et bien, en fait, c'est au niveau de l'entrejambe. Ouais, au niveau de l'entrejambe, alors la peau est vachement plus fine à côté des organes génitaux et certains parlent carrément même des organes génitaux. Pour ça, je sais pas, mais en tout cas, la peau est plus fine à cet endroit-là. Donc en fait, du coup, quelque part, eh bien, ces gens se frottaient ces parties-là avec le bâton, qui est imbibé de substances, hallucinogènes et bah, oui, ils faisaient des voyages, quoi. Mais c'est pas des voyages dans le monde chez nous, quoi, c'est pas Harry Potter. Oui. C'est des voyages psychiques ou chamaniques, dans notre monde. Donc oui, ils voyageaient sur leur balai. On peut dire ça comme ça, c'est une façon de percevoir les choses. En tout cas, oui, alors les gens du coup qui, regardaient ça d'un extérieur, tout, comment dire? Tout imbibé de rationalité, de bien-pensance, et de la bonne doctrine, on va dire, religieuse. Voyant cela, et oui, c'était peut-être un peu inquiétant, quoi, hein, parce que forcément quelqu'un qui prend, des substances comme ça et qui est un peu en transe, on serait tenté de dire: «Mais ils sont fous, en fait. Ils sont fous ces gens». Ils sont pas forcément fous, c'est juste qu'ils sont dans une transe et dans un autre état de conscience. C'est exactement le même réflexe qu'ont eu des gens quand ils sont allés voir les anthropologues ou avant des explorateurs, enfin bref, quand ils sont allés voir des peuplades où il y avait une pratique de chamanisme, hein. Au début, on pensait vraiment que le chaman était fou, quoi. Était le schizo de la bande, quoi. Était complètement secoué, qui racontait des bêtises et qui faisait croire que si, que ça, voilà. Et quelque part, je pense que cette image-là reste dans notre inconscient collectif, occidental. Ouais. Et donc voilà, pour revenir à ces «sorciers, ces sorcières» entre guillemets, et ben voilà. Et alors pourquoi on les appelait aussi sorciers, sorcières? C'est parce qu'en fait, ils connaissaient la pharmacopée. Il y a même une corrélation a priori très nette entre ces femmes, parce que souvent c'était des femmes, qui avaient la connaissance des plantes et qui pouvaient donc du coup soulager des femmes qui avaient des problèmes dans leur cycle féminin, on va dire ça comme ça, et elles avaient des capacités. On leur attribuait des capacités en fait, mais c'était pas des capacités, voilà, c'est pour ça que je veux pas utiliser ce terme. C'était pas des capacités magiques en soi, c'était des connaissances. Connaissance de la pharmacopée et a priori aussi une pratique extatique pardon, avec, l'utilisation de plantes psychotropes et toute l'iconographie autour des sorciers ou des sorcières quoi aujourd'hui, enfin on parle surtout de sorcières, les witches, bah, les plantes comme la belladone, comme la mandragore, on les considère comme étant très puissantes. Historiquement, symboliquement parlant, c'est alors peut-être parce que c'est des plantes dites toxiques, mais c'est peut-être en lien avec ça. Peut-être. En tout cas, c'est assez troublant et tout se rejoint. Pour moi, là où cette explication pourrait avoir un certain sens, c'est que c'est cohérent, en fait et tout se rejoint et vous savez, on retrouve un petit peu aussi la même chose par rapport à une fête bien connue. Alors là, ça a circulé sur internet un moment, mais je pense qu'on n'entend plus trop parler, mais c'est pas grave, mais
avec toute cette iconographie autour de Noël. Vous savez, alors Noël, aujourd'hui, ça a été c'était une succession de transformations, cette fête, hein. Bon, à la base, le Père Noël, donc on sait qu'il n'existe pas entre guillemets, c'est-à-dire c'est un personnage qui a été inventé, qui vient des États-Unis. Bon voilà, je vais pas refaire tout l'historique. Une certaine firme américaine, derrière a beaucoup «concouru» entre guillemets à sa promotion, mais c'est pas grave. À la base, il y a surtout et en premier lieu donc un saint patron, donc saint Nicolas, OK? Qui est toujours fêté dans sa voilà, dans beaucoup de peuplades, nordiques et germaniques. Saint Nicolas et c'est le plus important, quoi, OK. Et saint Nicolas, donc c'était un saint patron. Il était, il avait pas mal d'attributs, mais c'était surtout le saint patron des voyageurs. Marrant ça, hein? Donc le saint patron des voyageurs, je crois même des marchands, enfin surtout des voyageurs. Et c'est comme ça que les Hollandais, quand ils sont arrivés, à New York, qui s'appelait avant la Nouvelle Amsterdam, et bien du coup ils ont ramené en fait cette culture de la fête, dite de Noël en fait, de la célébration, dite de Noël. Parce que dans les peuples, germaniques et nordiques, c'est très important. C'est très important comme fête, plus que chez nous, à la base. Donc il y a toute une histoire, hein, par rapport à Noël. À la base, c'était une fête païenne. Bon, de toute façon, la religion, c'est développé sur un substrat de, de croyances populaires. Heu, voilà, même, les églises, on sait qu'elles ont été construites, sur des lieux telluriques particuliers, donc énergétiquement forts. Bon voilà, il y a, voilà, elle s'est greffée à un substrat de croyances et de connaissances qu'on dit païennes, en fait, vous voyez? En plus, païen, c'est alors je sais plus exactement l'origine du mot, mais bon, c'est incroyable. Bon ouais, voilà, donc en fait, quelque part, cette nouvelle religion, parce que l'Église à l'époque, c'était bon, c'était plusieurs millénaires, mais elle est plus récente que les pratiques, dites anciennes, païennes, quoi. Bon, elle s'est greffée sur des choses qui existaient déjà et donc la fête de Noël, c'est ça aussi, entre autres fêtes, hein, entre autres célébrations. Avec le symbolisme autour de l'arbre, tout ça, la nouvelle lumière et tout, il y a c'est pas, en soi, il y a rien de catholique ou de chrétien à la base derrière ça, hein. OK, la naissance de Jésus-Christ, enfin bref, voilà, il y a bref, voilà, donc l'Église, a fait sa petite, voilà, a fait, nous a amené enfin, on a été amené à célébrer Noël d'une certaine façon, mais à la base, c'était peut-être aussi autre chose. On va dire ça comme ça. Mais tout ce symbolisme autour de la fête de Noël, autour du Père Noël, qui voyage sur son traîneau avec des rennes dans un pays qui vient d'un pays nordique et qui amène des cadeaux aux gens, c'est vraiment on peut faire un rapprochement incroyable avec les voyages chamaniques. Les rennes, associées aux lapons, qui sont, on les appelle aussi les samis, qui sont, chez nous les derniers peuples authentiquement chamaniques en fait, d'Europe. Et ce sont des éleveurs de rennes. Et qu'est-ce que fait un le ou la chamane pour la tribu? Il gratifie la tribu de visions heu, de différentes choses qui viennent du monde invisible. Il apporte «des cadeaux» entre guillemets. C'est incroyable. En tout cas, à l'époque, quand j'ai vu ça, je me dis: «Ah ouais, mais carrément quoi, le rapprochement symbolique est très fort». Alors après, voilà, c'est de la simplification, hein, parce que la fête de Noël et toute la symbolisme autour de Noël a vachement évolué. Il y a plein de trucs et Saint-Nicolas, il y a plein c'est très compliqué, je suis pas théologien, j'ai pas voilà, là, c'est vraiment pour la simplification et pour faire des rapprochements, quoi. Mais les rapprochements sont là. Donc tout ça pour vous dire que ce à quoi touche le chamanisme, on est dedans, quoi. On baigne dedans et même quand on attribue vous savez toute la symbolique autour des animaux sur les blasons, tout ça. Il y a toujours ce côté de donner à un animal, un certain type d'animal plutôt
une énergie particulière, un symbolisme psychique. Donc un symbolisme quoi, en fait, tout simplement, particulier. On retrouve la dynamique en lien avec les esprits animaux alliés, en fait. Et pareil, hein, au niveau de la pour reparler un petit peu de la chrétienté, heu, on parle de monothéisme, mais pour moi, c'est pas que du monothéisme, hein. Pas que pour moi d'ailleurs, hein. Voilà, je vais finir, vous savez où, mais bon. Oui, il y a un Dieu, d'accord, mais la Vierge Marie, elle est carrément, divinisée, Jésus-Christ aussi, ça a un certain sens, et puis il y a tous les saints patrons. On prie les saints patrons. On a des saints les gens ont des iconographies, donc des symboles, des médaillons représentant des saints patrons ou la Vierge Marie. Pourquoi? Parce qu'on pense que ça va nous protéger. Ah ben oui, hein. Si on prend ça à un certain regard, pour moi, entre quelqu'un qui a le médaillon, de la Vierge Marie ou une croix chrétienne autour du cou et quelqu'un qui, en Asie, a, le symbolisme de telle ou telle, déité ou alors en Thaïlande avec ils ont carrément des petits, les moines, ils bon bref, ils ont carrément des petits médaillons de Bouddha, pensant que le Bouddha protège. Psychologiquement parlant, pour moi, c'est pareil, hein. C'est pareil, hein, et donc du coup, bah, c'est pas que du monothéisme quelque part. Il y a à la fois un petit côté aussi, croyance en fait, qu'il y a des figures mythiques ou mythologiques, qui peuvent protéger et qui gratifient de leur sainteté, de leur énergie, symbolique et forte, des choses à ceux qui le demandent. Donc ça fait partie de la chrétienté, de l'Église. Mais c'est pareil aussi dans l'ésotérisme et la kabbale. Quand on convoque tel ou tel ange ou archange, je sais pas, il paraît qu'il y en a 72. Bon, je sais pas, je suis pas allé les compter. Non, excusez-moi, je rigole, mais non, mais ça me fait marrer quand il y a des informations précises comme ça. Je sais pas d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a passé son temps à les compter, quoi. Il a fait le tour de tous les ah oui, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Tain, 72, faut y aller quand même, hein, parce que c'est un vrai travail d'archiviste, hein. Ouais, j'arrête. Mais c'est pareil, en fait. On retrouve ce besoin d'aller chercher une figure mythique, mythologique, «déifiée» entre guillemets, pour nous ap chercher une forme de protection et de soutien dans ce que j'appellerais le monde du milieu, quoi, encore une fois. Enfin, c'est pas moi qui appelle comme ça, hein, mais le monde du milieu, c'est-à-dire le monde dans lequel l'envers du décor du monde dans lequel on est, quoi. On est dans le monde du milieu, hein. On est dans le monde du milieu, hein. À la Tolkien, qui s'est inspiré de plein de mythes, de chez nous et ça, tous les historiens, enfin les gens, tout le monde le sait quoi, je veux dire, hein, c'est pas un secret, hein. Tolkien il voulait que c'est justement, retravailler l'aspect mythique en fait, chez nous en occident parce qu'il estimait qu'on avait peut-être un peu perdu. C'est marrant quand même, hein? Bon, hem bah, c'est pour ça que ça nous parle tellement en fait, hein, Tolkien, hein. Entre autres que bon, c'est aussi, enfin les langues qu'il a créées et tout, c'est incroyable. Mais bon, mais en dehors de ça, la terre du milieu de Tolkien, mais c'est ça, quoi. C'est le monde du milieu, où il y a, des conflits de pouvoir, des guéguerres, entre guillemets, «la lutte contre le bien, le mal». Bon, c'est très manichéen dans la vision de Tolkien, mais c'est pas complètement absurde non plus, en fait. Parce qu'il y a des énergies, il y a des choses assez sombres et négatives dans le monde du milieu, on est bien d'accord, hein, on va pas se mentir par rapport à ça. Il y a des trucs franchement dégueulasses, vraiment dégueulasses. Mais c'est plus nuancé dans le sens où, on a aussi une part d'ombre, en fait. Enfin voilà, bon, vous avez compris. En tout cas, voilà, le monde du milieu, bah, c'est le monde dans lequel on est, quoi. Voilà et quelque part, le fait de chercher des réponses ailleurs pour améliorer ou, travailler, et relativiser ces énergies dans le monde du milieu, c'est proprement en lien avec l'expérience chamanique. Voilà, tout simplement et la pratique du chamanisme est beaucoup plus ancienne que toutes les religions monothéistes, j'ai envie de dire même toutes les religions
et d'autres pratiques. Voilà, c'est tout. Après, qu'on l'accepte ou pas, ça c'est pas un problème, mais c'est un fait. C'est un fait et du coup, c'est pour ça que ça nous intéresse autant parce qu'on redécouvre tout ça et on redécouvre qu'il y a quand même des choses qui font sens. C'est pas pour rien que Michael Lerner a créé il a pas créé la Foundation for Shamanic Studies pour se payer sa retraite, hein, Michael Lerner, hein. Je veux dire, il a fait ça parce que d'ailleurs, il a créé une fondation d'ailleurs pour ça, mais il a fait ça parce qu'il s'est rendu compte du bienfait que ça pouvait apporter, quoi. Et aussi parce qu'il voulait faire une étude anthropologique aussi par rapport à ça, pour voir comment nous, occidentaux, qui n'avons pas du tout de «référentiel» entre guillemets chamanique, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Comment on va vivre ça? Alors c'est mon hypothèse, hein, je suis pas dans la tête de Michael Lerner et bon, je pourrais les faire envoyer chez le mais bon, bref. Mais bon, voilà, vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'à la base, il a fait ça pour entre guillemets «remettre» cette pratique au goût du jour et du coup, là, ce que je vous ai dit par rapport à cette histoire d'iconographie des sorciers, des sorcières et du balai, lisez «Hallucinogènes et chamanisme», hein, OK? Livre, donc on va dire d'anthropologie et qui a été, sous la direction de Michael Horner, en fait. Donc voilà, ce monsieur a fait un travail de précurseur par rapport à ça. Comme Jung a été un précurseur par rapport à l'exploration de la psyché, dans une perspective beaucoup plus large que la perspective purement clinique et psychiatrique. C'est pour ça qu'en fait, voilà, moi je me considère pas comme un jungien parce qu'en fait, j'ai pas de pratique clinique avec la théorie jungienne, hein. Je fais pas de suivi clinique, je suis pas psychologue, j'ai pas de diplôme et voilà, mais Jung nous parle et sa théorie nous parle tout simplement parce que ce qu'il dit et ce qu'on peut retirer de ce qu'il dit, heu, on n'a pas besoin, d'aller voir quelqu'un pour travailler avec, en fait. Mais c'est pareil avec Adler aussi, hein, ou même avec Freud, hein, pour moi, hein. Parce que la psychologie des profondeurs nous donne des clés pour comprendre ce qui se passe en nous, tout simplement. Donc enfin tout ça pour dire qu'en fait, voilà, Michael Hanna a été un précurseur par rapport au chamanisme au tambour et du coup, ça nous permet de comprendre, hein, enfin en tout cas, à mes yeux, ça nous permet de comprendre différemment certains phénomènes et de prendre du recul et de la hauteur, en fait. Notamment par rapport à toute cette expérience, mystico, religieuse et notamment l'iconographie au niveau des par rapport aux sorciers, aux sorcières, qui pour moi, en fait, c'était des praticiens qu'on pourrait dire chamaniques, même s'il y avait pas de tambour, mais pratiques ils prenaient des hallucinogènes avec sans doute des effets secondaires à mon avis, hein, ça devait, voilà, je pense que ça leur a apporté tort un petit peu par rapport à ça parce que voilà, on était peut-être un petit peu plus loin de la sobriété qui, pour moi, est nécessaire dans toute forme de pratique, chamanique. C'est pour ça qu'en fait aussi, pour moi, un praticien chamanique, c'est quelqu'un qui a aussi les pieds sur terre, quoi. Quelqu'un qui essaie d'être raisonné et raisonnable, en fait, aussi, hein. C'est pas, en tout cas pour moi, hein, après, hein, mais c'est pas que le le rigolo du coin qui veut faire le guignol, quoi. D'ailleurs, au bout d'un moment, ça tient pas, hein. Ça tient pas sur la route, hein. Parce que pour moi, cette pratique, c'est avant tout une pratique, de recherche de sagesse, donc une philosophie, un questionnement, une recherche d'équilibre intérieur et extérieur, en fait. Donc, pour faire ça, il faut être, il faut essayer d'être le plus clair possible par rapport à soi-même. Donc, être dans une forme de sobriété par rapport à ça et du coup, j'en reviens par rapport à l'utilisation, de substances hallucinogènes. Bon, après, bien entendu, il faut pas tout mettre dans le même panier, quoi, voilà. Mais en tout cas, pour revenir aux sorciers, sorcières, il est possible que, bah, encore une fois, il y a peut-être un peu trop d'abus et puis surtout que, bah, il y a toute une histoire tout un mythe qu'on s'est créé autour et il y a, toute une partie, toute une institution qui cherche plus à contrôler
la vie spirituelle des individus qu'à favoriser une forme d'émancipation. C'est pour ça et c'est ça, moi, qui pose le plus problème. C'est pas tellement, en fait, chacun a ses croyances, OK? Chacun a sa pratique, chacun, a besoin de son propre symbolisme, je pense et ça, j'en ai déjà parlé, mais à mon avis, c'est évident. Il y a des gens qui vont être attirés par, je sais pas, le symbolisme, bah, bouddhiste, pourquoi pas? Ou taoïste, ça va forcément beaucoup leur parler ou même égyptien, il y en a qui aiment beaucoup, l'Égypte, voilà, moi, c'est plus la spiritualité, des Indiens des plaines, Lakota ou des Cris, mais hem et encore, je dis ça, mais je suis pas non plus, ça résonne en moi, c'est tout, voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a on a une forme de sensibilité individuelle et donc on a une forme de sensibilité individuelle et du coup, on a aussi une capacité de enfin, donc du coup, ça explique beaucoup de choses en termes de liens qu'on peut faire avec, avec ces différents domaines et le dans le sens où justement, pour moi, peu importe le nom qu'on peut donner, à ces pratiques, on retrouve les mêmes choses. On trouve des mêmes dynamiques internes psychologiques, voilà et la raison aussi pour laquelle, je me suis jamais rapproché d'une école jungienne d'ailleurs, en fait, hein. C'est parce que, bah, j'avais aussi cette pratique du chamanisme, quoi. Je suis pas dans une démarche strictement, on va dire, universitaire, hein et par contre, je serais très curieux et très intéressé de donc j'en ai contacté, hein, de discuter avec, des Jungiens et de voir si des ponts sont possibles, quoi. Parce que pour moi, des ponts doivent être possibles et changeraient énormément de choses. En tout cas, voilà pourquoi le chamanisme nous parle tant, parce que ça résonne en nous, en fait. Ça résonne en nous et ces institutions qui, sont toujours dans cette idée de dire: «Mais moi, j'ai la vérité, ça c'est vrai et tout ça c'est c'est à jeter», pour moi, se construisent en opposition, en fait. Se construisent en opposition et d'ailleurs, j'ai envie de dire: «Mais sur quelle autorité, sur quoi basez-vous pour vous dire que vous, vous avez la vérité plus que d'autres? Sur quoi? Sur quoi? Sur des textes? Ah! Ah les textes, on peut vraiment leur faire dire ce qu'on veut, hein. Voilà, non mais je rigole parce que pour moi c'est un c'est ça me c'est un problème encore d'avoir et toujours ce même mécanisme d'opposition chez nous. On a un substrat par rapport à ça dans notre culture, de se mettre en opposition et d'être dans une espèce de rejet et alors ça va aussi par rapport au New Age, hein, parce que j'ai critiqué certains aspects du New Age, mais je rejette pas le New Age. Il y a plein de choses dans le New Age. Il y a des choses qui sont très bien aussi. Moi, je rejette pas, je critique certains aspects, j'essaie même de les comprendre, en fait. Donc je m'y intéresse. La canonisation, j'ai fait des vidéos dessus un peu critiques, mais c'est parce que je me suis intéressé au sujet et il y a des choses que j'ai trouvées pertinentes, quoi et le fait de dire ce que j'ai dit, pour moi, ça n'enlève en rien au caractère intéressant qu'il peut y avoir. Mais sur le fait qu'effectivement, il faut peut-être relativiser certaines choses et c'est pareil aussi dans le domaine de ce qu'on appelle l'ésotérisme. Et pour revenir aux ordres dans l'ésotérisme, pourquoi tout ce mystère? Être dans pourquoi toutes ces sociétés dites secrètes, quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si secret, les gars? Je dis les gars parce que souvent c'est des mecs, en plus, hein, et ça, c'est un vrai souci chez nous aussi, hein. Alors, dans ces cas-là, si vous avez beaucoup de francs-maçons avec des femmes dedans, je serais très curieux de le savoir parce que jusqu'à présent, pour moi, c'est essentiellement des hommes. Donc moi, culturellement parlant, ça me fait écho à notre société très patriarcale, très, très dans le logos, dans ce sens-là et très fermée, en fait. Parce que c'est ça, en fait, ils sont juste trop fermés, voilà et cette culture du secret, pour moi, c'est surtout une dynamique de groupe, voilà. Alors on peut dire qu'ils vont sûrement dire: «Oui, mais c'est parce que c'est comme ça, les ordres et tout». Oui, oui, mais bien sûr, c'est comme ça. On sait très bien d'où vient la franc-maçonnerie, hein.
C'est documenté, hein, essentiellement d'Écosse et tout, enfin bon, voilà. Mais j'ai rien contre la franc-maçonnerie en soi, parce qu'il y a plein de courants différents. Moi-même, j'ai rencontré un franc-maçon, il y a très longtemps, c'était un monsieur, très sympathique d'ailleurs, qui s'intéressait au chamanisme d'ailleurs, vous voyez? Donc il y a d'ouverture de spirituel à l'intérieur, il y a aucun problème. Mais c'est sur le principe du secret, en fait, et de ces ordres qui sont là, voilà, c'est ça qui pour moi, interpelle. Et surtout, ce que je vois aussi surtout, c'est qu'en fait, ils ont beau être dans le secret et compagnie, on retrouve le même besoin d'avoir enfin, une dynamique d'initiation, de voilà, OK. Donc de la transformation symbolique, les gars, parce que je sais qu'il y a de ça dans ces rites. Et oui, il y a l'espèce, de ce qu'on appelle la petite mort, en fait, de revivre une mort symbolique. Et oui, il y a de ça. Eh bien, écoutez, v que vous le sachiez ou pas, mais dans le chamanisme, oui aussi, il y a de ça. Il y a l'expérience chamanique forte, dans le sens de la petite mort. Oui, où, notre «moi» entre guillemets, une partie de nous est, transformée, est mangée et détruite. Regardez le mythe avec la baleine. Un animal qui avale quelqu'un. C'est complètement en lien avec le chamanisme. Je vous dis, on retrouve des choses, et plus on explore ce domaine, tout en gardant du recul, hein, parce que pour moi, c'est ce que j'essaie de faire, en fait, tout en gardant du recul pour analyser, et plus, en fait, on fait des ponts et on fait des liens comparatifs, et moi, c'est ça qui je trouve hyper intéressant, vraiment hyper intéressant, et du coup, ça m'a amené à proposer aujourd'hui, ce que je fais avec le modèle et les circuits de conscience, et et notamment, sur le et notamment sur le pardon, sur le bien et notamment sur le bien fondé de l'approche holistique, qui pour moi, est importante et qui en fait est déjà pratiquée, ailleurs à travers le monde, en fait. Bah, écoutez, merci d'avoir écouté ce vlog jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait, parce que c'était, et beh, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.